Toutes les naissances sont différentes, mais chacun naît fondamentalement de la même façon. Quelqu'un pleure, un autre crie, une troisième cherche où sont les serviettes. Au milieu de cette agitation chaotique, il existe une profession ancestrale, le métier de sage-femme. Aider les parents à accueillir leurs enfants semble noble, mais le métier de sage-femme n'a jamais été facile. Elles furent jadis saluées en héroïnes, puis persécutées en sorcières, et aujourd'hui encore, on les observe parfois avec méfiance. Aujourd'hui, nous allons raconter l'histoire de la profession de sage-femme. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne Weird History. Laissez-nous un commentaire sur les autres professions que vous souhaitez découvrir. Félicitations à vous, spectateurs. C'est une vidéo. La maïeutique existe depuis des millénaires, issue des sociétés préhistoriques où des femmes expérimentées, souvent mères ou parentes âgées, assistaient les accouchements. Cette approche communautaire a sans doute favorisé la croissance démographique au néolithique, où la femme moyenne aurait eu 8 à 10 enfants. Les premières sages-femmes étaient à la fois accompagnatrices de naissance et figures prophétiques, reliant le biologique et le spirituel. Par exemple, dans la Bible, la sage-femme de Rachel lui promet un fils, illustrant son double rôle médical et mystique, même si, honnêtement, sa sage-femme avait une chance sur deux d'avoir raison. La première preuve écrite de la sage-femme date d'Égypte vers 1900 avant Jésus-Christ dans le papyrus gynécologique de Khaun, traitant de la santé des femmes, de la fertilité et de l'accouchement. Un autre document, le papyrus Ebers, apporte des précisions supplémentaires détaillant les tâches des sages-femmes dans le diagnostic des grossesses, l'accouchement des bébés et la protection contre les esprits malveillants. C'est long à lire, alors parcourez vite le papyrus sur le wiki. On pourrait penser que mettre des bébés au monde serait déjà une responsabilité suffisante pour une seule personne. Mais les sages-femmes, surtout en Europe médiévale, avaient une mission de plus, sauver des âmes. Vous voyez, à l'époque, l'Église catholique ne se préoccupait pas seulement de faire naître le bébé en toute sécurité, elle s'inquiétait aussi de ce qui pourrait arriver si le bébé ne survivait pas. Un bébé non baptisé, selon la doctrine religieuse, risquait de languir au purgatoire pour l'éternité. Donc, si les choses tournaient mal pendant un accouchement, les sages-femmes étaient instruites de baptiser l'enfant quoi qu'il arrive, y compris les enfants mort-nés et dans d'autres circonstances tragiques sur lesquelles nous ne nous attarderons pas ici. Tout cela est vraiment déprimant. Mais cette pratique montrait bien le rôle crucial des sages-femmes lors de l'accouchement, à la fois assistantes et prêtres. Espérons qu'elles étaient au moins payées une fois et demie leur tarif habituel. Au fil de l'histoire, la formation des sages-femmes a été plus pratique que formelle. En Grèce antique, les sages-femmes étaient formées par des institutions hippocratiques, mais beaucoup restaient analphabètes. Dans l'Empire romain, les sages-femmes transmettaient oralement leur savoir, établissant une riche tradition entre femmes du métier. Au XIVe siècle, le terme sage-femme désignait celles assistant les accouchements, mais les formations officielles n'existaient pas encore. Les universités, généralement fermées aux femmes, laissaient les sages-femmes se fier à leurs propres méthodes et remèdes, tous issus de cette longue tradition orale. À la fin du Moyen Âge, les sages-femmes réputées pouvaient travailler pour la royauté, aidant à la naissance des héritiers du trône. Ces postes étaient d'eau prestigieux mais remplis de pression. La moindre erreur lors d'une naissance royale pouvait mener à la prison ou à la mort, mais les sages-femmes n'étaient pas réservées à la royauté. Les villes recrutaient aussi des sages-femmes renommées pour surveiller les naissances. Les sages-femmes ont toujours fait preuve de débrouillardise, ce qui est heureux, car elles disposaient souvent de peu de choses. Des tabourets d'accouchement, des bandages et peut-être un verre d'eau si elles avaient de la chance. Puis, dans les années 1500, les choses sont devenues plus sophistiquées avec l'invention des forceps par le barbier chirurgien Peter Chamberlain, un outil qui était à la fois une bénédiction et une malédiction, selon à qui l'on demandait et selon l'habileté de celui qui les utilisait. Et puis, il y avait la scie médicale à chaîne. Oui, vous avez bien entendu. À l'origine, elle servait à pratiquer une symphysiotomie, cette méthode relaxante qui consiste à couper le cartilage du bassin pour l'élargir à l'accouchement. Cet appareil à manivelle n'était pas la tronçonneuse motorisée du massacre texan que vous imaginez. Mais c'était un parent suffisamment proche pour que la science médicale décide finalement de trouver une méthode plus délicate et précise pour effectuer des interventions chirurgicales.
Imaginez cela. Vous venez d'avoir un bébé dans l'Angleterre du XVIe siècle. Votre sage-femme examine l'enfant d'un œil attentif. Ce n'est pas simplement un examen de santé. C'est un test qui pourrait bien déterminer si votre bébé vivra ou mourra. Vous voyez, à l'époque, les déformations n'étaient pas seulement des problèmes médicaux. Elles étaient aussi un dilemme moral et surnaturel. Si un enfant naissait avec une malformation, beaucoup pensaient que quelque chose de terrible, voire de diabolique, s'était produit. La sage-femme était souvent au centre des soupçons. Elle pouvait être vue comme une donneuse de vie ou complice d'une force maléfique. Aucune pression. Les sages-femmes, bien qu'importantes, n'ont pas toujours inspiré confiance, surtout lorsque science et superstition se mêlaient. Au Moyen-Âge et à l'époque moderne, les sages-femmes étaient souvent accusées de sorcellerie, surtout lors d'accouchements difficiles. Si un enfant ne survivait pas, il fallait accuser quelqu'un. Et qui mieux que la femme, littéralement aux commandes, pouvait être blâmée. Les chasses aux sorcières ont balayé l'Europe, piégeant souvent les sages-femmes entre deux feux. Elles étaient accusées de tout, de jeter des malédictions sur les grossesses à mettre délibérément au monde des enfants morts-nés comme offrande aux démons ou aux chefs de l'enfer. Le Malleus Maleficarum, qui ressemble à un livre dans la salle de bain de Dr Strange mais est un véritable traité sur la sorcellerie, affirmait que les sages-femmes étaient dangereuses. Beaucoup de femmes ont ainsi été brûlées, noyées ou éliminées pour ces prétendus crimes. Ces épisodes de chasse aux sorcières mettent en lumière la nature précaire du métier de sage-femme, une profession qui suscitait à la fois un immense respect et une profonde suspicion. Les gens pensèrent que les sages-femmes en savaient trop. Elles comprenaient les mystères de la vie et de la mort, ce qui, dans une société craignant l'incontrôlable, les rendait suspectes. Passons à ce que tout le monde associe à l'accouchement. Londres dans les années 40, lors du Blitz. C'est ce à quoi vous pensiez, n'est-ce pas? Le Blitz fut une campagne de bombardement prolongée, menée par l'Allemagne nazie qui a ravagé la ville. Beaucoup de femmes du Blitz, héroïnes de l'arrière, couraient dans les abris anti-aériens avec un casque et l'angoisse au cœur pour accoucher sous les bombes. Pendant ce temps, de l'autre côté de la Manche, en Allemagne, les sages-femmes étaient pratiquement réquisitionnées, avec des lois exigeant leur présence à chaque naissance dans tout le Reich. Une femme, Stanisława Leszczyńska, a défié non seulement les attentes de la société, mais aussi les ordres mêmes du tristement célèbre docteur Joseph Mengele, sauvant des bébés à Auschwitz au péril de sa propre vie. Où est ce film ? Au fil de l'histoire, des érudits masculins ont beaucoup écrit sur l'accouchement et la pratique des sages-femmes sans y participer directement. Platon, Hippocrate et Soranos d'Éphèse avaient chacun leur avis sur la naissance des bébés, mais les sages-femmes accomplissaient réellement ce travail. Dans de nombreuses cultures, les femmes ne pouvaient pas étudier la médecine, mais les sages-femmes ont continué à exercer leur métier, transmettant leur savoir de génération en génération. Une figure particulièrement remarquable dans ce contexte est Agnodice, une femme grecque de l'Antiquité qui s'est déguisée en homme pour exercer la profession de sage-femme à Athènes. Son histoire met en lumière les difficultés auxquelles les femmes étaient confrontées pour accéder à une éducation médicale formelle. Malgré les obstacles, les sages-femmes Séraphes sont restées au premier plan de l'accouchement et on leur faisait confiance pour leur expérience et leur sagesse. Les hommes n'ont officiellement rejoint la profession qu'au XVIIe siècle, mais s'y sont souvent intéressés, notamment lors de l'apparition de nouvelles technologies comme les forceps mentionnés plus tôt. Car peu importe l'époque, les hommes aiment les gadgets. Au fur et à mesure que le XVIIIe siècle avançait, des programmes de formation officiels et des manuels commencèrent à apparaître, offrant aux sages-femmes l'éducation qui leur avait longtemps été refusée. Cela a marqué le début de la professionnalisation du métier de sage-femme, posant les bases de la profession moderne. Cependant, dans de nombreux centres urbains, les accouchements assistés par des sages-femmes hommes ou accoucheurs sont désormais la norme. J'imagine que « Marie sage-femme » sonnait trop comme une insulte. Ce n'était pas que les hommes étaient intrinsèquement plus compétents, c'était simplement le résultat de l'essor de la profession médicale et de son accent mis sur la science plutôt que sur la tradition. Pourtant, pour de nombreuses femmes rurales, la sage-femme locale restait leur allié la plus fiable, car les médecins hommes pouvaient encore être perçus comme des étrangers face à l'expérience profondément personnelle de l'accouchement. Avançons rapidement jusqu'aux années 1970, lorsque la profession de sage-femme a connu une sorte de renaissance. Cela en grande partie grâce au mouvement féministe. Les femmes reprenaient le contrôle de leur corps et souhaitaient aussi reprendre l'accouchement à l'hôpital, jugé trop stérile et impersonnel.
Les accouchements à domicile et les maisons de naissance ont vu le jour partout dans le monde et les sages-femmes, autrefois reléguées à la marge, se sont retrouvées de nouveau au centre du processus d'accouchement. Aux États-Unis, les programmes de sages-femmes infirmières créent un lien entre la pratique traditionnelle et la médecine moderne. Au Royaume-Uni, le gouvernement a reconnu la profession de sage-femme comme service essentiel et le Service national de santé a créé des programmes de formation et de qualification. En 1983, les hommes ont officiellement été autorisés à devenir sage-femme au Royaume-Uni, une décision qui a suscité une certaine controverse au début, mais qui est finalement devenue une pratique acceptée. Sages-femmes et médecins travaillaient ensemble, mais leur relation restait inégalitaire. Les médecins avaient une formation formelle, mais l'expérience pratique des sages-femmes était souvent plus précieuse. Leur expérience de l'accouchement, acquise au fil des années de pratique sur le terrain, dépassait celle des médecins présents seulement en cas de problème. Avec le temps, les deux professions se sont rapprochées, les médecins comptant sur l'expertise des sages-femmes lors des accouchements compliqués. Pourtant, même si la profession médicale gagnait en prestige, les sages-femmes ont conservé leur rôle essentiel, continuant à donner la vie avec compétence, attention et une profonde compréhension du corps humain. Assurez-vous simplement de ne jamais utiliser le mot « sage-homme ». Alors, qu'en pensez-vous? Feriez-vous appel à l'expertise d'une sage-femme? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Et pendant que vous y êtes, jetez un œil à certaines de nos autres vidéos de Weird History.